Bonjour les gens, c'est Shark et aujourd'hui je vais vous parler de sac de couchage. C'est un sujet qui est récurrent. Bonjour, je suis débutant, qu'est-ce que je dois acheter comme sac? Ou qu'est-ce que vous me conseillez pour telle sortie, etc. Très très difficile de répondre parce que des sacs de couchage, je vais vous en présenter. Il y en a de 20 € à 300 €. Il y en a qui vont vous protéger à 10 degrés, 15 degrés, jusqu'à moins 20, moins 30, moins 40. Donc vous voyez que le panel est vraiment très large. Alors moi je vais vous présenter un petit peu de matériel, vous expliquer comment on s'en sert, etc. Il y a deux grandes familles, c'est les duvets et les synthétiques. Alors je vais vous en présenter deux. Ça, c'est un duvet avec lequel j'ai dormi à moins 15 degrés, pratiquement au sommet du Mont Blanc, à 4500 mètres dans la tempête. J'ai pas eu froid avec. Ça a été. Et voici le duvet. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Sac. Je prends mon duvet. Alors généralement, duvet c'est un terme générique qui veut dire sac de couchage, mais le duvet c'est du vrai duvet, c'est la plume d'oie ou de la plume de canard. Alors petit détail, un duvet, un vrai duvet donc, ne se stocke jamais compressé. On le met dans son sac ou pas, où j'expliquerai tout à l'heure, au dernier moment, parce que sinon on casse les petites plumettes et après il perd tout son gonflant. Donc on le stocke soit dans un sac beaucoup plus grand, soit l'idéal c'est à plat dans une penderie, à l'abri de la lumière si possible, au sec. Voilà. Donc je prends mon sac, je le mets là-dedans et je peux encore, avec un bon sac de compression, le comprimer. Et là, on va dire qu'il a la taille d'un d'un ballon de basket, en gros, à la louche. Et il doit peser, il doit y avoir le poids dessus, 2 kg. Est-ce qu'il y a le prix? Le poids? Non. Bon. Alors ça, c'est un Valandré. Alors il y a plus performant maintenant. C'est un modèle qui a déjà à peu près une vingtaine d'années et que j'avais payé 3500 francs à l'époque, 3500 balles. C'était déjà une sacrée somme. Voilà. Mais avec, je vous dis, j'ai dormi sur le Mont Blanc avec. Avantage, léger, chaud. Inconvénient, le duvet n'aime pas du tout l'humidité. C'est son ennemi. Une fois qu'il est mouillé, c'est mort. Alors soit il est mouillé par l'extérieur, si vous n'êtes pas bien protégé, la pluie, le brouillard contenu dans la... S'il y a un peu de vent et qu'il y a du brouillard et que ça passe sous le tarp, etc., il va s'imprégner. Et une nuit, c'est très facile de faire un bivouac. Une nuit, n'importe quel bourrin peut faire un bivouac. De nuit, c'est plus compliqué. Sur 3-4 nuits, c'est vraiment des choses qui se gèrent. Et c'est vraiment des techniques qui sont vraiment à prendre en compte. À côté de ça, on a le synthétique. Le synthétique est moins cher. Alors là, celui-là, c'est le top dans le genre. Vous allez voir, il y a des bémols, mais c'est vraiment le top. C'est un véritable cocon, il est douillet, c'est le Carinthia Survival One. Il a des avantages plein, c'est que elles sont où? Elles sont cachées, voilà. Il y a des manches, donc alors on est soit dans son sac de couchage normalement, mais on peut passer les bras à l'extérieur. On peut passer ses bras à l'extérieur, voilà, là-dedans. On peut l'ouvrir par les pieds, on sort les jambes, et on a même des clips pour pouvoir le clipser dans le dos.
Et on peut marcher avec, comme une sorte de parka. Ouais, on fera pas une rando avec, hein, mais la nuit pour aller faire son petit pipi, quand il fait moins 10 degrés, qu'il y a du vent, qu'on n'a pas envie de sortir de son sac, je vous assure que c'est vraiment quand même vachement pratique de pouvoir sortir de son sac en l'ayant toujours sur soi. Voilà. Alors là, j'ai dormi avec celui-là, ouais, j'ai dormi pareil, moins 10, moins 15 à peu près, mais dedans j'étais comme dans une bulle, c'était vraiment très très bien. Mais, c'est là que ça devient marrant. C'est là que ça devient marrant. Vous le reconnaissez, c'est le même sac, hein. Ah, je vais peut-être y arriver. Alors l'autre c'était plein, j'arrivais à peu près à le comprimer, je pouvais le réduire presque de moitié encore. Autant celui-là, là je vous assure que je suis vraiment à toc. Je dirais pas 2 fois plus de volume, mais je dirais 2 fois plus de volume. Et 3 kilos. Là il est compressé à mort. Le volume, je dirais que ça fait bien 25-30 litres, c'est-à-dire c'est pratiquement la moitié de votre sac à dos. Ça cause. Donc pas forcément la même utilité. Avantage, il craint peu l'humidité. Même s'il est humide, il arrivera à sécher de toute façon et il continuera à vous tenir chaud. Alors que le duvet, c'est mort. Voilà. Alors, ça, vrai duvet, ça, c'est aussi vrai duvet. Alors, je vais le sortir pour vous montrer que des modèles, il y en a, et les utilisations, il y en a aussi beaucoup. Alors ça, c'est un truc que j'utilise l'été, quand je vais faire des vols en parapente, que j'ai besoin de... Donc parapente 10 montagnes, généralement. Et il faut pas beaucoup de poids, parce que bon, il y a le parapente, il y a la sellette, il y a le matériel de rando, de bivouac, des machins comme ça et tout, donc il faut quelque chose de léger. Les vols bivouac, parapente ou bivouac à la nuit, c'est une nuit, donc l'humidité, on arrive à peu près à gérer, c'est pas trop un problème. Ça pèse, je sais pas, largement moins d'1 kilo. C'est pas les plus performants, hein. Maintenant il y a des trucs très performants pour 800-900 grammes à peu près. Là c'est pas le cas, mais voilà quoi. Voilà. Et avec ça, je dors à ouais, jusqu'à 0 degré maximum, 5 degrés à peu près. Et voilà, ça fait un truc tout petit. Et le prix, c'est à peu près une centaine d'euros. Donc vous voyez qu'entre les deux, ce sont deux sacs en duvet, c'est pas la même chose. Et alors ça, c'est un petit décathlon, un Quechua qui doit valoir 20 ou 30 euros à peu près. Alors avec ça, c'est pour quand on va chez des amis, dans la famille, en plein été, pour aller dormir sur la plage ou quand il fait chaud. C'est pas cher, il est tout petit, c'est du synthétique. Voilà, ça c'est un tout petit duvet qui est pas mal du tout. Autre chose à prendre en compte, celui-là je vais l'amener, c'est un petit peu pour l'anecdote. C'est un des premiers duvets que je m'étais acheté. Pas le premier, mais un des premiers. Ça remonte à 30 ans, à peu près. Et j'avais acheté le top gamme de chez La Fuma, le plus cher, le meilleur, tout très bien. Extreme Loft. Température confort moins 12 degrés, température extrême moins 18. Bon, je voulais dormir sur le Mont Blanc avec. Mais bon, s'il vous plaît, quel que soit le matériel, essayez-le, testez-le
avant d'aller sur le terrain. Sérieux, j'ai vu des mecs faire le marathon des sables avec des chaussures toutes neuves, hein, le Parisien qui débarque, qui faisait un chèque de 25 000 balles à l'époque pour faire le marathon des sables. Ils mettent leurs belles chaussures neuves et tout. Ils ont abandonné le premier jour parce qu'ils avaient des ampoules aux pieds, parce que les chaussures n'étaient pas faites ni rien. Et ça, c'est valable pour tout. On teste le matériel. Moi, ici, sur cette pelouse, il y a 30 ans, au mois de novembre, entre moins 10 et moins 12 degrés bon poids, eh ben, je suis parti dormir sur la pelouse ici. J'ai mis mon petit matelas, j'ai pris mon petit duvet, je me suis quand même mis dans un sursac en Gore-Tex. À 1h du matin, à 1h du matin, je suis rentré dans la maison parce que j'étais mort de froid. La condensation faisait du givre à l'intérieur du sursac de couchage. Imaginez, je m'achète mon super truc, impeccable, j'arrive en haut du Mont Blanc et tout, et là, pas question de rentrer. Eh ben tu meurs, tu meurs, voilà, c'est plus simple. Voilà, donc se méfier. Alors, ceci dit, c'était il y a 30 ans et ils n'avaient pas les mêmes normes. Maintenant, c'est normé, température de confort, température limite, température extrême, température, etc. Il y a un protocole, ils mettent des mannequins, des thermomètres, des machins, ils regardent combien de temps ça garde la température, etc. Donc maintenant c'est à peu près carré. À l'époque, les mecs faisaient à peu près n'importe quoi, ils mettaient ce qu'ils voulaient sur les affaires. Donc maintenant on est quand même un petit peu protégé. Sachant qu'on n'est pas tous égaux devant le froid, généralement les filles sont plus frileuses que les garçons. Il y a des garçons qui sont plus ou moins frileux, il y en a qui craignent, il y en a qui craignent pas, etc. Et on est vraiment, si on est fatigué, si on a assez mangé, si on est un petit peu malade ou en pleine forme ou n'importe quoi. Enfin, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, ce qui fait que pour le même sac de couchage, il y en a qui vont être bien à 0 degré, d'autres vont avoir trop chaud et puis d'autres ils seront frigorifiés. Voilà. Donc en gros, je vous ai parlé un peu des sacs. Maintenant, le sac il ne fonctionne pas tout seul. Il y a pratiquement aussi important que le sac, c'est le matelas qui va vous isoler du sol. Il y a un proverbe montagnard qui dit si tu as 10 anoraks pour couvrir quelqu'un, tu en mets 9 dessous et tu en mets un dessus. Le froid remonte par le sol. Donc il est hyper important de bien se protéger. Et un bon matelas fera vraiment la différence. Je vous explique. Il y a quelques années, je vais faire un bivouac dans mes montagnes là-haut, 1100 mètres, dans la neige, je mets les pots de phoque, la frontale, tout ça, j'arrive sur le point culminant qui s'appelle les Pierres du Jour, je monte ma petite tente, alors une monotoile, vraiment le truc basique, hein, uniquement pour se protéger du vent, et un super matelas gonflable, un Thermarest Neo Air. Je gonfle mon sac, impeccable, je me mets dedans et tout. Une heure après, en contact avec le tapis de sol de la tente, qui est une feuille de nylon très simple, je me suis pelé, je me réveille, je regonfle le matelas, et hop, il se redégonfle. Moi, j'ai pas confiance dans les matelas gonflables. Tous ceux que j'ai eus, ils se sont systématiquement crevés. Alors j'ai regardé, il y avait un micro-trou, un petit truc d'aiguille. Mais la morale de cette histoire, c'est que j'étais en contact avec mon duvet à 3500 balles, de 3 x 6, 18, à plus de 500 €. Et ben, j'ai pas pu tenir. Donc à 2 h du matin, j'ai tout plié dans le vent, à moins 10 degrés, dans le brouillard. J'ai remis des pots de phoque et puis je suis rentré à la maison parce que je ne pouvais pas tenir. Un matelas, c'est hyper important. Vraiment, il ne faut pas le négliger. Et dernière chose, alors j'ai pas parlé de la tente, j'ai pas parlé plutôt du sursac de couchage, parce que pour moi le sursac de couchage ça fait pas partie du sac de couchage, ça fait pas partie du duvet. Un sursac c'est l'équivalent d'une tente. On prend une tente ou un sursac ou un tarp ou ce qu'on veut selon ses envies, selon ses croyances, selon le type de rando, selon le pays, selon énormément de paramètres. Moi je sais que j'aime bien avoir une petite bâche comme ça, mon sursac et mon sac à l'intérieur. Je n'utilise pratiquement plus jamais la tente.
ça dépend de la météo. Alors éventuellement un tarp, hein, en plus d'une bâche comme ça, j'en mets une au-dessus, mais généralement c'est comme ça que je fonctionne. Donc ne pensez pas qu'un sursac va vous apporter un gros gain de degré. Ça va vous couper du vent, ça va limiter les déperditions de chaleur, mais en gros ça va pas vous faire gagner des degrés. La deuxième chose, c'est, alors il y en a qui disent ouais c'était un peu froid dans ton duvet, prends un drap sac ou une housse intérieure ou un truc comme ça. Non, je vous dis honnêtement, moi je dis non. Pourquoi? Parce que ça apporte assez peu de degrés par rapport au poids et à l'encombrement que ça engendre. Et à l'intérieur, ça fait 2 enveloppes. Et alors, si vous ne bougiez pas du tout la nuit, ça peut le faire. Moi, personnellement, je m'entortille entre les deux et c'est vraiment très très agréable. Puis, c'est pas du tout polyvalent. C'est pas du tout polyvalent. Votre sac, vous ne pourrez pas l'utiliser tout seul comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Ah, un autre petit truc, effectivement, il existe une autre famille de sacs de couchage. C'est en fait 2 sacs de couchage qu'on met l'un dans l'autre. Alors il y en a un fin, il y en a un moyen, et le fin plus le moyen, ça fait un sac assez gros. Avantage, c'est que c'est très polyvalent, hein, on peut l'utiliser en 3 voire 4 saisons. Inconvénient, c'est très lourd et c'est très encombrant par rapport à un sac tout seul. Donc pour les partisans du bushcraft, alors j'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis, mais en règle générale, le bushcrafter, c'est quelqu'un qui va aller avec sa voiture jusqu'au plus près, entre guillemets, de son camp de base, et il ne va pas marcher pendant des heures et des kilomètres et des kilomètres, il va arriver au pied de son bois, et puis il va marcher pendant 300 mètres, pendant 500 mètres, pendant 2 kilomètres peut-être, mais il ne fera pas 20 ou 30 kilomètres. En règle générale, hein, s'il y a des bushcrafters qui font 30 km pour aller dans leur camp, je suis désolé, mais voilà, en règle générale, c'est ça. Ils n'ont pas à marcher énormément, donc ils peuvent se permettre d'avoir plus de poids, plus d'encombrement. Voilà. Un autre petit truc, c'est que... Alors, là, je vous ai présenté une housse, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'encombrement que pouvaient avoir les différents sacs de couchage. Mais généralement, le sac de couchage, on ne le met pas dans un sac, dans une housse comme ça. On le met au fond du sac et après on bourre les affaires autour, de façon à ce qu'il soit le moins comprimé possible et qu'il prenne juste la place dont on a besoin. Ça c'est un truc que j'ai appris, alors un site sur lequel vous pouvez aller qui est fantastique, ça s'appelle randonnéeléger.org, qui vont vous donner plein de trucs comme ça. Alors là c'est pour ceux qui veulent voyager un petit peu plus léger. Il y a 15 ans, 20 ans, je faisais des randos, des petits bivouacs dans les montagnes là-haut. J'avais un sac l'hiver entre 18 et 22 kilos à peu près. Et au fur et à mesure d'évolution du matériel, des techniques, des petits trucs, des petits machins, des doublons, des triplons qu'on amène, etc., on arrive à tout optimiser. Et j'étais tombé à 14-15 kilos. Et ça fait une grosse différence. Autre chose, un sac de couchage marche avec les vêtements. Je suis désolé, mais on ne dort pas à poil dans un sac de couchage. Là, c'est écrit dans le marbre, hein, en lettres de feu dans le ciel, on ne dort pas à poil dans un sac de couchage. Oups, petit problème, la caméra s'est arrêtée en plein enregistrement. Donc j'étais en train de dire qu'on ne dormait pas à poil dans un sac de couchage, et je poursuis. Oui, on ne dort pas à poil dans un sac de couchage. D'abord, il faut savoir que les sacs de couchage, en particulier ceux en vrai duvet, n'aiment pas la machine à laver. Il y a des techniques, il y a des lessives spéciales, etc. Mais moins on le lave, mieux c'est. Donc c'est quand même mieux de ne pas le dégueulasser, quoi. D'abord, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que les normes prévoient que les sacs de couchage sont prévus habillés. Ils ont leur sac de couchage, ils mettent des mannequins qui sont habillés, il y a tout un protocole de température, etc. Mais dans les étiquettes que vous voyez, les mannequins sont habillés. Alors habillés, certainement pas avec les vêtements que vous avez eus sur vous pendant la rando. On a des vêtements chauds et on a des vêtements propres et on a des vêtements secs qui ne servent que pour ça. Si la rando est sur plusieurs jours, on
vous le gardez comme pyjama sur plusieurs jours. Si vous faites un bivouac, vous pouvez très bien garder les vêtements que vous aurez eu la journée, enfin dans la nuit pour la journée, c'est pas un souci. Mais ce sont des vêtements qui seront dédiés pour ça. Alors, donc ce qui évite, quand on est habillé, de pouvoir éviter ce fameux thermolite, le fameux sac en soie ou que sais-je, qui ne servira que pour ça. Et justement, là, l'avantage, c'est qu'on peut moduler. On a, quand je dis habillé, c'est chaussettes, collants, sweat et bonnet. Les gants, c'est pas forcément utile. Alors, on peut partir sur des collants très très fins en nylon comme ça, jusqu'aux collants en laine bien costaud, et là, là il peut faire froid, il n'y a pas de souci. Et puis pareil, là j'ai un sweat, mais j'en ai des plus légers, à manches courtes éventuellement, j'en ai des plus épais. L'idéal étant la laine. Decathlon fait des trucs en mérinos qui sont pas chers et qui sont très bien, des sweats en mérinos qui coûtent une trentaine d'euros à peu près, qui sont vraiment très très bien foutus. Pourquoi? Parce que même humide, la chaleur garde la laine garde la chaleur, c'est mieux dans ce sens, et garde assez peu les odeurs. Bref, c'est vrai que la laine garde moins les odeurs que les synthétiques. Les chaussettes, alors pareil, les chaussettes en plein hiver, ça peut être des trucs bien douillettes comme ça, mais ça peut être des simples soquettes. Et les gants, alors les gants, le bonnet, alors va du bonnet en laine au simple bœuf. Pourquoi c'est important? Parce que, si possible, on ne dort pas la tête à l'intérieur du sac de couchage. On évacue pas mal de flotte au travers de la respiration. Et si on peut éviter de mettre cette humidité, ça peut aller jusqu'à pas loin d'un tiers de litre quand même dans la nuit. Donc un tiers de litre de flotte réparti dans votre sac de couchage, il va falloir le faire sécher. Surtout si c'est un duvet en vrai duvet, un sac de couchage en vrai duvet. Et donc le bonnet. On ferme bien la forme sarcophage et on laisse juste ce qu'il faut. Et on respire si possible à l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est pour les vêtements. Des fois on a froid dans le sac, pas parce que le sac est mauvais, mais parce qu'on est mal isolé, du sol. Donc voilà. J'ai volontairement pas parlé du sursac de couchage parce que le sursac en fait fait pas partie du sac. Il fait partie de la tente, c'est-à-dire que soit on prend une tente, soit on prend un sursac en Gore-Tex, soit on prend un tarp, après on évolue en fonction de la saison, en fonction de son budget, en fonction de son matériel, en fonction de ses croyances, en fonction de que sais-je, mais on prend l'un ou l'autre. Moi j'aime bien fonctionner avec une petite bâche pour m'isoler de l'humidité et de tout ce qui peut être sale par terre. Moi, je m'isole avec ça. Et je mets un sursac en Gore-Tex, je dors dans un sursac en Gore-Tex. Le matelas, je le mets entre le sursac et mon sac, ça m'évite de baigner hors de mon matelas pendant la nuit. Et moi, c'est une solution qui me convient très bien. Naturellement, si vous prévoyez de faire un bivouac et qu'il va beaucoup pleuvoir, c'est vrai pour se changer, s'habiller, se mettre, sortir et tout, c'est pas le top. Dans ce cas-là, c'est la tente. Mais en règle générale, moi, c'est une façon de fonctionner qui me va très très bien. Dernière chose, on ne se met jamais au lit, c'est-à-dire dans son sac, tout de suite après la rando. Le mec qui est crevé, il en a marre, il a marché pendant 5 heures, 6 heures, il a forcé pour arriver à son lieu de bivouac, il arrive tout transpirant, il dit j'ai même pas faim et tout, ou alors il a mangé une barre de céréales en marchant, il monte sa tente tout de suite, il pose le sac et il rentre dedans et tout, c'est pas bon. Tout simplement parce que le corps met 10 minutes, un quart d'heure avant de redescendre en température et d'arrêter de transpirer, il faut à peu près compter ça. Donc il va se mettre dans un sac de couchage, il va continuer à transpirer, il va tout tremper et tout, c'est pas bon. Pareil, on ne se change pas arrivé au bivouac directement quand on arrive au bivouac. On arrive sur son lieu de bivouac, on pose le sac, on décompresse tranquille, on va chercher du bois pour le feu. On fait reposer la machine, on prépare son petit feu, on prépare son réchaud, on fait un petit peu tout ça. Mais on attend un quart d'heure, 20 minutes que le corps soit redescendu en température, qu'on ait fini de transpirer. Et à ce moment-là, on peut mettre son rechange. Et après, on peut se coucher, on peut s'essuyer avec une serviette, une petite microfibre, histoire d'être bien sec. Mais il faut vraiment attendre
vraiment attendre ce quart d'heure avant de mettre ses vêtements secs. Le mec qui arrive tout de suite, il dit oh, je suis trempé, je me change. Il enlève sa veste, il change son t-shirt, il met son t-shirt propre, ça sert à rien. 5 minutes après, son truc s'est trempé pareil. Donc vraiment attendez. Autre chose, on ne se couche jamais quand on a froid. Il est illusoire de penser que parce qu'on se met dans son sac de couchage, on va se réchauffer. Si on a froid, on ne se réchauffera pas dans le sec. C'est pas vrai. Donc le gars qui se sera posé, il monte sa tente, il monte son matelas, son duvet, etc. Il a froid, eh ben, il faut qu'il marche un petit peu. 5-10 minutes. Mais pas trop. Il ne faut pas qu'il monte trop en température et qu'il se mette à transpirer. Juste qu'il se réchauffe. Marcher 5 minutes, des fois ça suffit. Surtout pour les pieds. Donc une fois que le mec il a froid, il marche un petit peu, il s'est réchauffé et à ce moment-là il se met dans son sac et normalement ça devrait bien se passer. Bon, moi je pense avoir fait un petit peu le tour. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Et ma prochaine vidéo sera certainement sur les sacs à dos. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, salut les gens.